Petit rappel important avant de commencer. Je ne suis pas votre conseiller financier. Je suis simplement un passionné qui partage son parcours et ses analyses. Cette vidéo est là pour vous divertir et je l'espère, vous apprendre 2 ou 3 trucs. Mais ne prenez jamais de décision d'investissement basée uniquement sur ce que vous voyez ici. Les chiffres peuvent changer, des erreurs peuvent se glisser, alors faites toujours vos propres devoirs et parlez à un professionnel qui connaît votre situation réelle. Cette vidéo est une œuvre de fiction. Les dialogues et les personnages sont imaginaires et n'engagent aucune personne réelle dans la vie quotidienne. À consommer comme un divertissement créatif uniquement. Les opinions et actions sont limitées au cadre narratif de ce contenu et ne doivent pas être interprétées comme des conseils ou des positions officielles de personnes réelles. Salut à tous les investisseurs, bienvenue dans la caverne. Aujourd'hui, on va arrêter de parler de chance ou de pifomètre. Vous avez sûrement déjà entendu cette éternelle guerre entre la gestion passive, les fans de TF World ou du SP500 et la gestion active, ceux qui cherchent la pépite de demain, mais si je vous disais qu'il existe une troisième voie. Une voie utilisée par les plus grands fonds institutionnels et les esprits les plus brillants de la finance académique depuis 40 ans. Une méthode qui ne cherche pas à deviner quelle action va monter, mais qui identifie l'ADN même du rendement. Bienvenue dans le monde de l'investissement factoriel. Pourquoi certaines actions values surperforment sur le long terme? Pourquoi le momentum semble défier les lois de la gravité financière? Est-ce une récompense pour un risque caché ou simplement le résultat de la psychologie humaine qui se répète inlassablement? Dans cette vidéo, on va décortiquer 6 piliers du rendement. On va voir pourquoi le quality ou la faible volatilité pourrait être vos meilleurs alliés, mais aussi pourquoi ces stratégies sont un test d'endurance psychologique que peu d'investisseurs réussissent à passer. Sortez vos carnets, on descend dans les fondations stratégiques du marché. C'est parti pour cette présentation sur l'investissement factoriel. Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à une question fondamentale. Qu'est-ce qui fait vraiment bouger les actions en bourse? On va plonger ensemble dans un concept clé, un peu comme un code secret des marchés, c'est ce qu'on appelle l'investissement factoriel. Imaginez un instant, et si, derrière le bruit quotidien du marché, il y avait des forces plus profondes, presque invisibles, qui dictaient vraiment les rendements? Et si le simple fait de dire « le marché a monté » ou « le marché a baissé » passait complètement à côté de l'essentiel? C'est le point de départ de notre exploration. Ok, pour bien comprendre où on va, il faut d'abord regarder d'où on vient. Pendant des décennies, le monde de l'investissement, c'était un peu comme une carte du monde ancienne, avec un seul grand continent bien connu. Toute la théorie financière tournait autour d'une idée maîtresse, le MEDAF, le fameux modèle d'évaluation des actifs financiers. Et cette évolution, on peut la voir comme une véritable épopée. Dans les années 60, donc, avec le MEDAF, la carte était simple. Il n'y avait que le marché, c'était le seul risque qui payait, point. Mais vous voyez, dès 1976, certains ont commencé à se dire qu'il y avait peut-être d'autres terres à découvrir, d'autres moteurs. Et le vrai Big Bang, c'est en 1992. 2 chercheurs, Fama et French, arrivent et disent « Regardez, on a trouvé 2 autres continents. Ces continents, c'est la valeur et la taille. » Et là, d'un coup, la carte de l'investissement a complètement changé. Alors, ça nous amène à la question clé, bien sûr. C'est quoi au juste un facteur? Si on continue notre métaphore, si le marché, c'est l'Europe sur nos vieilles cartes, alors ces facteurs, ce sont les Amériques, l'Australie, des nouveaux mondes découverts par ces explorateurs de la finance. La définition est en fait assez simple. Un facteur, c'est une caractéristique, un trait commun, qui relie un groupe d'actions et qui explique en grande partie pourquoi elles performent ou pas. Pensez-y comme à un gène, un ADN financier partagé, qui influence le comportement de toute une famille de titres. Et voilà les principaux continents qu'on a cartographiés jusqu'à aujourd'hui. D'abord, on a le facteur valeur. L'idée, c'est d'acheter des actions qui semblent sous-évaluées, des bonnes affaires en somme. Ensuite, la petite taille. Historiquement, les petites boîtes ont tendance à faire mieux que les géants du marché. Il y a aussi le momentum, c'est un peu le « rien n'arrête un train en marche ». Les actions qui ont bien performé récemment continuent souvent sur leur lancée. Puis la faible volatilité, et oui, contre-intuitivement, les actions plus calmes, moins nerveuses, ont souvent offert de meilleurs rendements ajustés au risque. La qualité, c'est chercher des entreprises solides, rentables, bien gérées. Et pour finir, le rendement du dividende qui privilégie les entreprises généreuses avec leurs actionnaires. Et attention, on ne parle pas d'une mode passagère, c'est vraiment important de le souligner. Ça fait des dizaines d'années que la recherche académique, des études très sérieuses, montrent que ces facteurs ont, sur le long terme, battu le marché. C'est du solide, c'est documenté. Bon, maintenant qu'on a identifié ces facteurs, la question à $1 million, c'est « mais pourquoi ça marche ?» D'où vient cette surperformance? Est-ce qu'on est simplement récompensé pour prendre plus de risques ou est-ce qu'on profite des erreurs des autres? C'est le grand débat qui agite les esprits.
La question est simple et directe. Pourquoi ces primes existaient-elles encore ? Après tout, si ces recettes sont connues de tous, la logique voudrait qu'elles ne fonctionnent plus, non ? Pourquoi n'ont-elles pas été arbitragées, comme on dit dans le jargon ? En gros, il y a deux camps qui s'affrontent pour expliquer ce mystère. D'un côté, les partisans du risque. Pour eux, les marchés sont intelligents. Si ces facteurs payent plus, c'est tout simplement parce qu'ils sont plus risqués d'une manière ou d'une autre. C'est une prime de risque, point final. De l'autre côté, on a les partisans des erreurs comportementales. Eux disent « Non, les marchés ne sont pas parfaits, les investisseurs font des erreurs, ils sont irrationnels et les facteurs permettent justement d'exploiter ces biais psychologiques. » Pour que ce soit plus clair, l'explication par le risque, ça donne quoi ? Ça dit par exemple que les actions value sont souvent des entreprises plus fragiles en cas de crise et que les petites entreprises sont plus difficiles à vendre rapidement. C'est ce risque-là qu'on paierait. L'explication comportementale, c'est autre chose. Elle dit qu'on a tendance à s'emballer pour les dernières nouvelles, à tomber amoureux des actions à la mode, des valeurs de croissance spectaculaires, un peu comme on achète un billet de loto. Et en faisant ça, on délaisse les entreprises plus ennuyeuses mais solides qui deviennent alors des bonnes affaires. Ok, assez de théorie pour l'instant. C'est passionnant, mais la vraie question c'est comment on utilise tout ça concrètement aujourd'hui ? On peut voir ça comme le passage de la vieille carte à un GPS pour naviguer sur les marchés. Il faut savoir que pendant très longtemps, chasser ces facteurs, c'était le jardin secret des gérants de fonds actifs. C'était leur savoir-faire, leur art. Ils choisissaient les actions une par une en se basant sur leur analyse. C'était un domaine réservé aux experts. Et ce schéma l'illustre parfaitement. L'investissement factoriel, c'est vraiment un hybride, un entre-deux. Il prend le meilleur des deux mondes. Du côté de la gestion passive, comme les ETF classiques, il prend la rigueur, les règles, la transparence et les faibles coûts. Et du côté de la gestion active, il prend l'objectif ambitieux, faire mieux que le marché. C'est un peu un investissement passif, mais intelligent. Mais alors, comment on fabrique un de ces produits ? C'est comme une recette de cuisine. Étape 1, on prend une base, un grand indice de marché, disons le MSCI World, qui contient des milliers d'entreprises. Étape 2, on passe cet univers au crible, avec des règles très claires, un filtre, pour trouver par exemple toutes les actions qui correspondent au facteur qualité. Étape 3, on modifie la recette de base. On va donner plus de poids à ces actions de qualité. Et à la fin, qu'est-ce qu'on obtient ? Un nouvel indice, un produit fini, qu'on peut acheter et qui nous donne une exposition ciblée à ce facteur. Bon, tout ça a l'air génial, mais il y a un mais. Et il est taille. Il faut être très clair, en finance, les repas gratuits, ça n'existe pas. Il y a des pièges, des tempêtes à traverser, et il faut en être parfaitement conscient. Ce graphique est une véritable leçon d'humilité. Chaque couleur, c'est un facteur. Et ce qu'on voit, sans l'ombre d'un doute, c'est que chaque facteur, même les meilleurs sur le long terme, connaît des périodes de vaches maigres. Des périodes qui peuvent durer des années. Prenez le facteur taille, il a été à la traîne pendant 6 ans d'affilée dans les années 90. 6 ans. Il faut donc avoir les nerfs solides et être très, très patient. La citation qui s'affiche le résume parfaitement. Il n'y a pas de repas gratuit associé à l'investissement factoriel. C'est peut-être la phrase la plus importante de toute cette analyse. Il faut vraiment l'intégrer. Et là, on touche à un paradoxe fascinant. Cette cyclicité, ce qui ressemble à une énorme faiblesse, c'est peut-être en fait la plus grande force de ces facteurs. C'est précisément parce que c'est difficile de tenir pendant les mauvaises années que beaucoup d'investisseurs abandonnent. Et c'est cette difficulté, cette épreuve de patience qui fait que la prime continue d'exister pour ceux qui restent. Alors comment on fait pour gérer ça ? Il y a 2 règles d'or. La première, il faut voir loin, très loin. On parle d'un horizon de 10 ans minimum, ce n'est pas du court terme. La deuxième, et elle est absolument cruciale, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même factoriel. Il faut diversifier, combiner plusieurs facteurs. Pourquoi ? Parce qu'ils ne traversent que rarement leur tempête en même temps. Quand un baisse, un autre peut monter et équilibrer le tout. Pour résumer notre voyage, on est vraiment passé d'une vieille carte du monde, plate, avec un seul continent connu qui était le marché, à une vision beaucoup plus riche. Aujourd'hui, on a une flotte d'instruments modernes pour explorer ces nouveaux territoires de rendement, ces fameux facteurs. Et on termine avec une question qui fait réfléchir et qui bouscule un peu l'industrie. Si une grande partie de ce qu'on appelait autrefois le talent d'un gérant, sa capacité à trouver des actions de valeur ou de qualité, peut aujourd'hui être répliquée par un indice transparent et à bas coût, alors qu'est-ce qu'on paye exactement quand on paye cher un gérant actif ? Pour quel alpha est-on en train de payer ? C'est une question qui change complètement les règles du jeu. Pour conclure, l'investissement factoriel n'est pas une formule magique, c'est une approche scientifique.
C'est l'art de transformer ce qui semblait être la main chanceuse d'un gestionnaire en une stratégie systématique et rigoureuse. On a vu que les primes de rendement sont là, qu'elles soient dues au risque que vous acceptez de porter ou aux erreurs comportementales de la foule. Mais rappelez-vous, le prix à payer pour ces performances supérieures, c'est la patience. Acceptez de sous-performer le marché pendant parfois 5 ou 10 ans sur un facteur précis pour récolter les fruits sur 20 ans, alors, avant de fermer la caverne aujourd'hui, j'ai une question. Si vous ne deviez choisir qu'un seul de ces 6 facteurs pour construire votre portefeuille de cœur sur les 10 prochaines années, lequel choisiriez-vous? Est-ce la sécurité de la faible volatilité, la robustesse de la qualité, ou le potentiel explosif du momentum? Dites-moi ça dans les commentaires et expliquez-moi pourquoi. J'ai hâte de lire vos stratégies. N'oubliez pas, si cette plongée académique vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines explorations de la caverne. Restez disciplinés, restez curieux. À la prochaine. Savais-tu que la meilleure façon de se sauver d'un requin, c'était de grimper dans un arbre? Crash, tu m'énerves! Dégage avant que je me transforme en requin!